Bonjour, je m'appelle Marie-Louise Arsenault. Bienvenue à cette discussion autour de cette édition du prix des collégiens qui est organisée dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais. C'est une première expérience pour moi, puis je pense certainement pour la plupart des nommés, c'est-à-dire de faire cette conversation entièrement virtuelle. C'est le sort qui nous est réservé à vous et à nous. Ça ne nous empêchera pas d'avoir du fun parce que le prix des collégiens, moi, je trouve que c'est un des plus beaux prix, sinon le plus beau prix littéraire certainement au Québec, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est un prix qui est décerné par des jeunes qui aiment lire, par des jeunes qui engendrent des conversations autour de la littérature. Quoi ne pas aimer dans ce prix? Alors, ils sont avec nous, les nommés de cette édition. Je vais vous les présenter un à un. D'abord, Pierre Sanson. Bonjour, Pierre Sanson. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, on va bien. Alors, Pierre, vétéran de la littérature, écrivain, scénariste, né à Montréal en 1958. Mais c'est vrai, Pierre, quand même. 10 livres depuis La messe de Bélem, c'était en 1996, qui était paru aux Herbes Rouges. Alors, vous êtes nommé pour le roman Le Mammouth, qui est paru chez Elliott-Rock l'an dernier, en 2020, et vous avez déjà gagné un prix des collégiens. C'est pas rien. Pour Catastrophe. Merci au Mammouth. En 2008, ouais, ça fait 13 ans, Pierre. Comment vous vous êtes senti? Parce que vous avez d'autres prix, vous avez été nommé, vous avez gagné déjà le Grand Prix du Livre de Montréal, vous avez été nommé au Ben non, mais comment vous vous êtes senti quand vous avez gagné le prix des collégiens? Qu'est-ce que ça vous a fait? Ben, ça fait toujours plaisir parce que c'est la génération qui pousse vraiment derrière moi très, très loin, puis ça nous rassure en nous laissant peut-être espérer qu'il y a un avenir à notre écriture. C'est le grand... Vous, l'avenir. Non, mais c'est intéressant. C'est toute une affaire de perception. Avec vous, quelqu'un qui vient de publier un premier roman avec un succès considérable, critique, populaire, Paul Cazac. Bonjour, Paul. Bonjour, Marie-Louise, vous allez bien? Oui, en direct de Chicoutimi. C'est là où vous avez élu domicile à partir de 2011. Vous qui êtes né en France, à Besançon, le 12 novembre 1986. Vous êtes poète aussi, éditeur. Vous êtes donc à Chicoutimi. Pourquoi Chicoutimi, Paul, d'ailleurs? J'ai fait un échange avec l'Université du Québec à Chicoutimi qui devait durer une année scolaire. Et puis, je suis toujours là. C'était en 2011 et puis je suis toujours là. Oui, est-ce que bon, vous avez de la famille en France, on imagine. Comment ils perçoivent ça, que vous soyez installé dans cette région-là du Québec? On a toujours l'impression que pour les Français, c'est donc exotique, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que c'est vrai? Oui, je pense qu'ils ont des gros fantasmes sur le froid. Je pense qu'il y a des gens qui me disent comment tu peux respirer, est-ce que tes poumons gèlent et tout. Mais bon, depuis le temps, ils voient que je suis toujours vivant. Donc ça va, ils sont habitués. Oui. Est-ce qu'il y a l'équivalent en France du prix des collégiens, Paul? Est-ce que ça existe? Oui. Alors les collégiens en France, ce serait plutôt les lycéens. Donc, on a le concours des lycéens, et puis je pense qu'il y a d'autres prix des lycéens, puis peut-être même des collégiens qui sont en fait plus jeunes. C'est vrai qu'il y a le concours des lycéens. C'est très prestigieux, d'ailleurs. Oui. Alors, merci d'être avec nous. Et d'ailleurs, je tiens à dire bravo à l'ensemble d'entre vous. Être nommé, ça a l'air qu'être ça fait cliché, là, mais c'est vrai qu'être nommé, c'est déjà extraordinaire, je pense. Avec vous, Mélissa Grégoire, qui est nommée pour son deuxième roman, Une joie sans remède. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Marie-Louise. Alors, Mélissa, votre narratrice, Marie, est trentenaire. Elle enseigne la littérature au niveau collégial. Alors, c'est votre alter ego, vous en gênez pas, là. Et là, l'auditoire qui est avec nous aujourd'hui, ça se compose d'étudiants qui ont l'âge de vos étudiants, qui sont à un niveau scolaire de celui de vos étudiants, qui étudient la littérature souvent de façon obligatoire. Ça existe encore, le cours de littérature obligatoire? Il faut passer par là. Oui, tout à fait. C'est la formation générale, bien sûr. Oui, vous les connaissez bien, en fait. Je les connais très bien. Est-ce que ça vous fait drôle d'être nommé pour un prix qui est décerné à un niveau d'enseignement que vous fréquentez depuis combien d'années? Une vingtaine d'années? Ça fait 20 ans maintenant, oui. Oui, c'est très étonnant pour moi. J'ai vraiment littéralement failli tomber en bas de ma chaise. Là. Je ne m'attendais pas du tout à cela, non. Oui. Surtout que même si c'est pas un roman sur eux, il reste que Marie, elle enseigne la littérature, elle a cette relation-là avec ses étudiants. On est comme dans le dévoilement, là. Oui, tout à fait. Je pense que mes étudiants vont peut-être comprendre enfin que les professeurs aussi ont une fragilité, une vulnérabilité. C'est un peu pour ça aussi que je l'ai écrit, pour qu'ils puissent pouvoir entrer un peu dans notre peau. Ils ne peuvent pas s'imaginer parfois à quel point c'est difficile. C'est fou que vous dites ça parce que j'espère que les étudiants vont comprendre. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ne s'intéressent pas vraiment?
à votre sort, à votre état d'esprit, à la difficulté? Et plus, ça se fait par Zoom encore, là? Ouais. Non, je pense pas que c'est qu'ils s'intéressent pas, c'est que peut-être qu'ils ne s'imaginent pas. Parce que moi, quand j'étais étudiante, j'avais vraiment l'impression que le professeur entrait dans sa classe et que tout était merveilleux, c'était léger, c'était facile. Voilà. Mais non, mais ou bien on les aime ou bien on les trouve plates, mais on se demande pas vraiment, on dirait qu'on réalise pas que c'est des êtres humains qui ont eux aussi des angoisses. Exactement. C'est vrai, c'est un rôle très important qui est remis en question, peut-être moins à votre niveau, plus au niveau universitaire à l'heure actuelle, qui est l'enseignement de la littérature aussi. On va en parler parce que c'est majeur, ça concerne les nommés aussi forcément. Avec vous, Jean-Pierre Gorkina. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Marie-Louise. Alors, Jean-Pierre, nous, on se connaît un peu parce que je vous ai interviewé. Paul aussi, je l'avais interviewé d'ailleurs, pas Mélissa. Et Pierre, je le connais depuis longtemps, bien sûr. Alors, vous êtes né le 26 février 1986 à Montréal de parents d'origine syrienne, ingénieur spécialisé dans la gestion de l'eau potable. Lorsque je vous ai interviewé l'an dernier, je vous avais demandé, puis là, je vais me répéter parce qu'on peut pas assumer que les gens qui sont avec nous aujourd'hui, les collégiens en l'occurrence, avaient entendu cette interview-là, là. Mais je vous avais demandé, qu'est-ce que vous faites en littérature, vous, ingénieur, là, c'est pas mal plus payant, premièrement. Ça, tout le monde va être d'accord avec ça. Oui, mais j'ai toujours rêvé, je pense, d'écrire des livres. En fait, à la base, je rêvais de faire du théâtre, mais ça n'a jamais été quelque chose qui avait été accepté chez moi à la maison. Ouais. Puis, à cet âge-là, quand j'avais 17-18 ans, c'était trop difficile de faire face à l'autorité du père. Chose qui était assez sacrée là, chez les Orientaux, en tout cas, du moins dans ma famille. Donc, l'écriture, ça a vraiment été une quête personnelle que j'ai commencé un peu en marge de ma vie, parce que j'ai dû faire des études, j'ai commencé à travailler, mais ça a pris de plus en plus de place. Puis là, je peux dire que ça prend la plus grande partie de ma vie en ce moment. Vous avez abandonné votre travail d'ingénieur, là? Pas tout à fait. Il faut quand même que je gagne mon pain, comme on dit, mais très difficile de gagner sa croûte en littérature, mais petit à petit. C'est un défi, effectivement. Hein. Tout le monde a un job, en fait, rare, très rare, dans un territoire comme le Québec, en tout cas. Les écrivains qui gagnent leur vie strictement avec leurs livres, là, leur écriture, ça existe presque pas. Là. Jean-Pierre, vous dites, vers l'âge de 17-18 ans, là, ça se faisait pas de dire je vais être écrivain, par exemple. Là, c'est l'âge où les gens qui nous regardent aujourd'hui, en fait. Puis vos personnages, dans ce roman-là, pour lequel vous êtes nommé tireur embusqué, sont un peu plus jeunes. C'est des adolescents, Jean-Pierre. On fait comment? C'est une question qui peut paraître banale, mais moi, ça continue quand même après toutes ces années-là, comment on se fait pour se mettre dans la peau d'un adolescent quand on a la trentaine? Pour moi, l'adolescence, c'est quand même pas si loin que ça. Je me sens déjà très adolescent dans mon cœur. J'écoute du hip-hop. Je fais des sports d'adolescents. Je joue au basket, je joue au hockey sur la glace avec les jeunes. Donc, je me voyais pas écrire sur l'âge adulte parce que dans ma façon de voir les choses, je rentre dans l'âge adulte. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus facile d'écrire sur une expérience que je connaissais déjà. Puis d'ailleurs, écrire ce livre-là, c'était un petit peu comme écrire le livre que j'aurais aimé lire, moi, à l'âge de 16, 17, 18 ans. C'est beau, ça. Oui. Oui, donc je suis très touché, très honoré que les jeunes aient eu l'occasion de lire, oui. Ouais. Bien ça, on va y revenir parce que la relation au lecteur, c'est central dans le travail de chacun d'entre vous. On écrit pour être lu, là, on ne va pas se le cacher. On imagine, en tout cas, surtout si on se fait publier. Là. Alors, la dernière nommée, c'est Sophie Letourneau. Bonjour, Sophie Letourneau. Bonjour. Alors, Sophie, née le 12 septembre 1980, vous enseignez, vous, la littérature à l'Université Laval, donc vos étudiants sont à peine plus vieux que les gens qui vont voter pour vous ou pour l'un des nommés aujourd'hui. Comment vous les percevez, vos étudiants? Vous enseignez depuis déjà quelques années, Sophie. Est-ce qu'ils changent? Est-ce que ça change? Est-ce que les générations d'étudiants, vous voulez dire? Ou ça évolue? Est-ce que vous voyez des différences, vous? Oui, quand même. Surtout aussi par rapport à mon époque, mais ils sont beaucoup plus anxieux, en fait, beaucoup plus inquiets. Donc ça, c'est vraiment une constante. Mais en même temps, ils ont une énergie, un désir et
une capacité aussi à changer les choses, à amener à terme des projets là, à initier en fait des choses là, que je trouve vraiment très belles. C'est vrai qu'ils ne perdent pas de temps. Hein. Peut-être qu'ils ont l'impression de ne plus en avoir. C'est une question qu'on pourrait leur poser quand on va avoir leur chance, évidemment, de prendre leurs questions et de parler avec eux. Alors, vous, on vous doit un premier roman, Chanson française. On s'est connus toutes les deux. C'est paru au Cartanier en 2013. Vous avez été nommé à l'époque pour le prix des collégiens. Vous n'aviez pas gagné. Aviez-vous été déçu? Déçu, non, parce que je m'y attendais pas. Je sais pas, je me faisais pas d'idée, mais je le raconte dans le livre. Oui. Mais ce qui m'avait fait de la peine, c'est de voir la peine des filles, en fait, de voir la peine des cégepiennes. Donc ça m'avait bouleversée, en fait. Ouais. Oui, de voir qu'il y avait des filles qui croyaient en vous, puis qui auraient voulu que vous gagniez, puis qui étaient déçues que vous ne gagniez pas. Oui, c'est ça. Et qui avait eu l'impression, en fait, que dans les discussions, le roman de filles avait fait en sorte que c'était un genre qui était difficile à défendre, en fait. Donc ça m'avait piqué. Parce que votre nouveau roman pour lequel vous êtes nommé, qui est très, très beau aussi, c'est tous des romans intéressants quand même, là. Chasse à l'homme, c'est encore, on pourrait dire un roman de filles, Sophie. Vous tenez votre bout quand même. Un roman de filles. Parce qu'il y a plein de gars qui l'ont lu et qui ont bien aimé ça, là. Est-ce qu'il faut catégoriser la littérature, tu sais? Moi, ça m'a toujours posé question, ça m'a toujours posé problème parce que c'est une couleur, en fait. Puis bon, on va pas parler de roman de gars non plus, hein. C'est-à-dire, c'est quand même une chose qu'on réserve aux gens féminins. Donc, non. Pardon? L'amour, parce que c'est un roman sur le désir des filles aussi. Oui. Ouais, sur le désir d'être aimé des filles. Oui. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler, mais j'espère que ça va susciter des discussions, en fait, chez les cégepiens. Je pense que vous allez avoir des questions certainement. Pierre Sanson, quand on est nommé avec d'autres écrivains, puis là, je vais vous poser, c'est intéressant parce que vous avez un décor, hein, derrière vous. Oui. Vous avez mis les livres des autres nommés bien en évidence dans votre bibliothèque. Ils sont sortis parce que je l'ai passé à quelqu'un. Donc, vous les avez lus, les autres? Ah, bien sûr. Ah, ça, c'est formidable. Là, je ne demanderai pas aux autres s'ils ont tous lu les livres des autres. Non, mais ça serait gênant. Tu sais, il y a peut-être... C'est pas obligatoire. Pourquoi vous avez fait ça? Non, mais c'est intéressant. Pourquoi vous avez fait ça, Pierre? Pour voir... La compétition? Non, oui, c'est ça. Là, avec leur adresse. Donc. À quoi je peux ça? Dans quel bassin je me déplace. Parce que ça me situe dans où j'en suis dans ma production. Et c'est sûr que de me rendre compte que ce sont des auteurs quand même moins expérimentés que moi, mais qui représentent, encore une fois, je suis très préoccupé par demain. Parce que ça va se faire demain aussi. Que je suis peut-être pas encore, en tout cas, je ne suis pas encore tout à fait déconnecté. Donc, et que ce que je dis peut avoir une pertinence tout à fait équivalente à ce qui se dit, peu importe les générations. Vous en avez pensé quoi de vos collègues? Pardon? Vous avez pensé quoi des romans? Si vous avez passé Chasse à l'homme, c'est probablement parce que vous avez aimé ça. Ça, c'est... Oui. J'ai un voisin de ma coop, c'est une coop ici. J'ai un voisin qui est venu voir, puis là, j'ai proposé, parce qu'il travaille en psychologie. Oui. Ça m'a intéressé, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi, Sophie, mais ça doit intéresser. Mais ce que j'en ai pensé, c'est parce que ce sont des romans qui sont très différents, avec des approches différentes. Des textures différentes, ça va des factures classiques ou plus autobiographiques. Donc, non, j'ai une belle variété. La qualité est là. Ça me rassure. Puis ça confirme ce que j'ai pu noter quand j'étais dans des jurys multidisciplinaires. Peu importe la génération, peu importe la discipline, la qualité. C'est sûr que là, je me lance des fleurs. Mais disons, elle repart moins. La qualité est là. Elle peut être reconnue, peu importe. Donc, c'est ça qui est toujours rassurant au point de vue de vision globale de notre société. Oui. Mais en fait, vous ouvrez une porte sur une conversation qui pourrait être intéressante avec chacun d'entre vous, puis peut-être avec les collégiens qui nous regardent puis qui vont participer à la conversation sous peu. C'est la vigueur de la création littéraire dans un territoire comme le Québec. Pierre, c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'on produise autant de très bons écrivains et écrivaines, là, dans un tout petit territoire quand même. Une population qu'on est quoi? On est 8 millions?
Ouais, je ne suis pas très nationaliste de ce côté-là. Non, non, c'est pas une question de nationalisme. On n'est pas mieux, pas pire que les autres. Là. Ah, mais je me trouve pas pire, moi, quand même, parce que ça se renouvelle, puis il y a tout le temps des nouveaux auteurs qui arrivent avec une parole intéressante. Il n'y a pas de bout de plate, là. Ça évolue, là. Pierre, parlons de ce roman, Le Mammouth, qui vous vaut d'être nommé de nouveau pour le prix des collégiens. Bon, alors, on est dans le Montréal des années 30, avec un personnage... Oui, non, vous n'étiez pas là, franchement. Avez-vous peur qu'on pense que vous étiez là? J'exagère un petit peu. Pourquoi? Bon, alors le personnage, parlons de ça parce que c'est très intriguant. Il a vraiment existé, ce personnage-là, puis j'aimerais ça que ce soit nommé parce qu'il y a un nom particulier. Nikita Zinchuk. Exact. Oui, c'est un immigré, un immigrant, on l'appelait les immigrés à l'époque. C'est un immigrant ukrainien, chômeur, en pleine crise économique. C'était la pire période de la crise économique. 1929. Donc, c'est là où il y a eu le creux et qui a été abattu d'une balle dans le dos par un policier de la ville de Montréal, lui-même issu de l'immigration. Donc, je trouvais que c'était intéressant et que surtout, il y avait un lien avec certains événements qui se sont déroulés et qui se déroulent encore à Montréal quand on regarde ce qui se passe du côté des forces de l'ordre. Oui, Black Lives Matter, le profilage policier. Vous aviez ça en tête quand vous avez commencé à écrire cette histoire-là? Pardon, je n'ai pas compris la question. J'ai dit tout ce qui s'est passé depuis quelque temps, c'est-à-dire la violence policière envers les gens des communautés, bon, le mouvement Black Lives Matter qui est venu après la parution, mais qui existe depuis déjà quelques années, la dénonciation du comportement de la violence policière, puis le sort qu'on fait aux immigrants, il y a tout ça là-dedans. Là. Il y a tout ça là-dedans qui est ensemble. Mon intérêt pour le mouvement communiste aussi, qui était très vigoureux à l'époque à Montréal. Mais c'est sûr que j'ai travaillé 5 ans sur ce roman. C'est énorme, hein? Pour faire de la recherche, j'ai fait beaucoup de recherches. Et moi, ce qui m'a, à part le fait que je m'intéresse au sort des gens destinés à être oubliés et à ne pas laisser de traces dans l'histoire, ce qui m'a gardé alerte à propos de cette histoire, c'est ce qui s'est passé avec le printemps arabe. On a eu des manifestations de brutalité policière, Frédéric Villanueva, Alain Magloire, enfin toute une cohorte de victimes des brutalités policières qui ont été en grande partie impunies. Tu sais. Oui. Donc, c'est sûr que ça a gardé le projet pour moi dans ma tête. Ça m'a permis de me dire, oui, il y a une pertinence là, dans les retrouver, de démontrer que c'est pas spontané comme phénomène, mais que c'est historique. Et comme je me le dis d'ailleurs dans le roman, jusqu'en 1931 à Montréal, il y avait des policiers qui avaient un dossier criminel. Puis ils en sont débarrassés, ils ont réussi à les mettre à la porte pour alléger le fardeau des employés en disant les policiers qui ont un dossier criminel doivent quitter les forces policières. Donc, il y avait des brutes là, qui faisaient partie des forces de l'ordre. C'est très riche hein, comme contexte romanesque parce qu'il y a ce personnage-là d'abord que vous réussissez à rendre avec sa langue, avec sa couleur, avec sa culture. Puis on fait croire. Déjà là, il faut aussi, au-delà des recherches, là, comment on peut décrire la créativité que ça exige, ça? Ben, j'ai travaillé peut-être à l'envers, c'est-à-dire que ma recherche a été très, 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 très... J'ai adoré ça, là, je me plains pas, j'ai adoré ça. Mais j'ai fait une recherche très solide. Quand je mets des commerces, quand je mets des trucs, oui. On est là. C'est vrai, là, j'ai un carton ici, j'ai tout le boulevard Saint-Laurent que j'ai recréé, adresse par adresse, tout, là, qui vivait là, etc., pour avoir une structure tellement, tellement, tellement rigide, tellement solide, que je pouvais après ça ouvrir les vannes de mon imaginaire et la laisser couler là-dedans, que toutes les structures allaient rester là, les structures de la vérité, puis ça pouvait me guider, puis ça m'empêchait de dire des grossièretés, là, tu sais, ou de commettre des anachronismes. Oui, bien c'est ça. Ça vient avec une responsabilité énorme quand on s'inspire de la vie réelle. Là. On peut imaginer, là. Hein? Sérieusement, oui. Oui, bien oui. Ben, on voit le souci que vous avez eu à reproduire. Pourquoi? Pour reproduire un morceau d'histoire montréalais, pour rendre hommage à ces communautés-là qui ont fait la ville, en fait. Hein? Parce que c'est ça. Je suis plus égocentrique que ça. Donc, c'est pour me faire plaisir, pour écrire quelque chose que j'aime, qui m'intéressait, qui m'animait, qui j'avais besoin de le dire sans le dire, le crier sur les toits, mais de le faire de façon le plus subtilement possible par la littérature. Je pense que c'est une des vertus de la littérature,
des romans notamment, et de la poésie, puis des nouvelles et tout ça, de pouvoir dire des choses sans avoir l'air pontifiant, à moins d'être un peu maladroit. J'essaie de ne pas être maladroit, mais de passer un genre de message, mais tout ça avec une grande préoccupation esthétique, qui est beaucoup plus importante pour moi que... Un récit de raconter une histoire, là, il y a quelque chose d'assez... Puis de rendre ce personnage-là attachant aussi. Ben oui. Vous l'aimez, cet homme-là. Même le policier que j'ai, qui aurait pu être un personnage entièrement antipathique, mais moi, j'ai une approche shakespearienne, j'imagine, des personnages, puis un méchant n'est pas méchant parce qu'il est méchant, mais parce qu'il n'a pas le choix. Et donc, le policier, j'ai voulu l'humaniser quand même, il y a une prise de conscience à un moment donné sur le geste qu'il a posé et qu'il parvient à accepter là, par une entourloupette mentale. Mais c'est d'humaniser tout le monde, parce que si tu restes dans le monochrome, blanc et noir, c'est pas crédible. Ouais, puis ça, c'est le cadeau de la fiction aussi, c'est justement de nous donner de la dimension que le fait divers, l'exposition simplement médiatique d'un crime ne nous donne pas. Là. Le méchant, il est vraiment méchant, puis on va pas plus loin, en fait. C'est la fiction qui crée l'empathie envers tout le monde. Mais pour moi, je voulais que les gens, comme je l'ai fait moi-même, se posent la question, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Si on peut parler de la France, par exemple, sous l'occupation, est-ce que j'aurais été collabo ou j'aurais été dans la résistance? C'est facile de dire, ouais. Tu sais, au Québec, tout le monde dit, moi, je suis de gauche. Ouais, je veux bien, mais franchement, posons-nous la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Et de poser la situation, de voir, si j'étais en 1933, puis je lisais les journaux, quels ils étaient, parce qu'ils étaient tous pro-policiers, pro-ordre de force de l'ordre, comment moi, en tant que citoyen, j'aurais eu la force intellectuelle ou éthique de voir au-delà de ce qu'on me présentait comme étant... Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous avez été étonné d'apprendre quand vous avez fait des recherches sur le Montréal de cette époque-là? Ah, plein de choses. Ben, premièrement, ça. On m'avait jamais dit qu'il y avait des communistes à ce point-là à Montréal. Donc, il y avait une forte communauté communiste dans le quartier. Il y en avait à Rouen aussi. Mais il y en avait à Hochelaga, il y en avait dans Rosemont qui était très communiste. L'existence, moi, j'ai découvert l'existence de l'hôpital carcéral d'Immigration Canada où on remisait, c'est vrai, hein, j'ai les plans étage par étage, tout, là, c'est pas du niaisage, où on remisait les immigrants indésirables qui étaient un poids pour l'État, malades, vieux, éclopés, criminels. Et si ça faisait leur affaire, ils les retournaient chez eux. Donc, il y avait des gens qui avaient été ici depuis 12 ans, qui venaient d'Ukraine et qui ont été retournés en Ukraine, là où sévissait la famine et où les gens avaient été tués, où ils étaient des ennemis. C'est l'ex-empire du RSS. Oui. Donc, moi, j'ai découvert tout ce pan-là de notre histoire québécoise et canadienne, parce que l'immigration, c'est un phénomène canadien. Et on n'était pas blanc comme neige. Hein. Non. Que dire de l'univers qui est raconté par Paul Kazak? Vous l'avez lu, le roman de Paul Kazak? Oui, il est là. Ben oui, il est là. Alors, non, mais c'est un univers qui questionne beaucoup aussi ce qu'on pourrait appeler les relents du colonialisme là, ou du post-colonialisme. On en a une histoire complètement différente, mais Paul, on est dans des intérêts très importants en ce moment dans le monde universitaire, Paul Kazak, tout le monde est en train de questionner, puis la génération qui est là aujourd'hui avec nous, du prix des collégiens, si elle ne le fait déjà, elle va le faire quand elle va entrer à l'université. Qui raconte l'histoire? Quels sont les leviers du pouvoir? Pourquoi on n'étudie pas des auteurs africains? Pourquoi on étudie encore plutôt des auteurs soit issus du monde anglo-saxon ou du monde européen? Il y a tout ça là, dans Ténèbres, qui est un roman très réussi, très ambitieux. Vous qui êtes français, vous imaginez un personnage belge et un lien avec une colonie africaine belge. Pourquoi? Pour avoir de la distance, parce que la France était un pays colonialiste aussi, Paul. Oui, la raison, c'est que disons que les exactions françaises étaient pareilles que les Belges. La colonisation, il n'y a pas de bonne et de mauvaise colonisation. C'était en soi mauvais. Mais structurellement, le fait que la colonie belge, qui était l'État indépendant du Congo, appartienne en propre au roi Léopold II, ça permettait d'avoir, alors que par exemple la colonie française du Congo-Brazzaville appartenait à l'État français,
le fait que la colonie appartienne en propre, ça donnait plus une image qui pouvait plus faire écho à des situations maintenant de monopole capitaliste. C'était le roi des Belges financé par des actionnaires. Donc, cette situation qui pouvait être plus proche de maintenant, dans laquelle, je sais pas moi, une entreprise comme Total peut avoir des pouvoirs absolument énormes, le conseil d'administration par le Total ou des choses comme ça. Donc, c'était pour avoir un parallèle avec cette situation-là. Ouais. On est à la fin du 19e siècle et effectivement, on est à une époque, racontons-la quand même pour les gens, parce que c'est débile. Donc, c'est Léopold qui s'accapare un territoire qui est 8 fois plus grand que la Belgique. Oui, grand comme l'Europe. Propriétaire, il privatise un territoire, en fait. C'est hallucinant quand même. Ben oui, absolument. C'est en 1884, c'est un moment où les Européens se disent bon, on va découper l'Afrique et se la partager. Alors, le roi Léopold, qui n'était pas invité à la conférence où on découpait, a réussi quand même par des manigances de couloir à obtenir la plus grande partie du gâteau. Donc, c'était un homme très avide. Et ensuite, lui a dit on va exploiter à fond, au point même de rationaliser. Pour moi, c'était ça aussi. On entre dans une espèce où la technologie, dans la technique, notamment le rail, les bateaux à vapeur, etc., tous les systèmes financiers, etc., permettent de rationaliser finalement le profit, l'optimisation du profit et de rationaliser la mort des travailleurs. Et des travailleuses, il y avait plus de travailleurs que de travailleuses, hein, les femmes étaient retenues en otage plutôt. Et donc, on disait, si on veut faire des profits, il faut par exemple que le kilo du caoutchouc pèse tant, et pour le kilo du caoutchouc pèse tant, ça va prendre tant de morts. Ça serait tant pis, ce sont décolonisés, etc. Là, je parle pas en mon nom. Et voilà, donc on est comme ça, ouais. C'est débile. Allez-y, continuez, je voulais pas vous interrompre. Non, c'était encore outré. Je trouve ça épouvantable. Et c'est des logiques finalement qui, si on regarde, ont été absorbées. Disons qu'à l'époque, ils faisaient ça grossièrement. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Je reprends l'exemple de Total parce que j'ai lu les travaux d'Alain Donneau. Mais il y a certainement plein d'autres exemples où certainement qu'on se dit si on veut le prix du pétrole à temps, il va falloir sacrifier tant de vies. C'est pas dit comme ça, c'est pas si direct, mais la logique est pas loin. C'est ça que c'est un des aspects sur lesquels je voulais peut-être amener à réfléchir. On se voile encore la face et je suis pas là pour donner des leçons. Je suis dans le système comme tout le monde, mais je veux dire, on profite des prix du pétrole, hein, où on a des téléphones portables. Nos téléphones portables sont faits de matières premières qui sont récoltées par des enfants dans l'est du Congo. Des enfants parce qu'il faut aller dans les mines, il faut des gens de petits. C'est le fameux coltan. Hein. Ça, on peut peut-être l'apprendre aux amis qui sont avec nous des collèges aujourd'hui. Chaque ordinateur portable avec lequel on communique aujourd'hui ou le téléphone comme ça, il contient pour fonctionner ce qu'on appelle le coltan, qui est récolté en République démocratique du Congo. C'est le territoire qui est exploré dans le roman Mais une autre époque. Vous avez avec des enfants, c'est horrible. Il y a ça Total. En fait, peut-être que les gens sont moins familiers parce que c'est une entreprise d'origine française. Ouais. C'est une pétrolière. C'est une énorme entreprise qui a d'ailleurs, dans le conseil d'administration, à une certaine époque, il y avait des membres de la famille des Marais, donc des Québécois, dans ce conseil d'administration-là. C'est très puissant, dont le pouvoir est au-delà des gouvernements. C'est d'où le lien que vous faites avec ce que vous racontez dans le roman. Exactement. Ouais. Et donc, c'est ça, j'ai préféré finalement passer par le 19e siècle pour donner une perspective. Je pense qu'on peut toujours, même si, alors j'imagine pour un jeune de 2021, ça peut paraître super loin, mais nos sociétés évoluent sur c'est pas long 150 ans pour une société. Ce qui fait que pour moi, on est toujours dans cet élan-là. Le 19e siècle, à un moment, se dit, voilà, on a la technique et on a une idéologie capitaliste assez ancrée, on va faire du profit. Très, très peu de personnes, on va faire du profit. On va utiliser la colonisation, l'expropriation agricole, on va prolétariser au maximum tout ce qui est prolétarisable, c'est-à-dire que les gens, les ouvriers vont être dépossédés de tout sauf de leur capacité à travailler et être le moins payés possible. Et si on regarde, on n'est plus au 19e siècle, on n'est plus dans Zola, dans Germinal, mais essayer de faire prendre conscience qu'on est sur
on n'est pas sorti. Alors, on a tout le temps cette idée-là. Avant, c'était terrible. Maintenant, Oui. c'est bien. Peut-être que ce qui est terrible, on l'a éloigné de nos. C'est peut-être, voilà, on l'a mis ailleurs. On l'a mis dans le tiers-monde. On l'a mis. On veut plus le voir. Mais par contre, si on se penche, comme vous dites, sur cette histoire coloniale qui est de plus en plus découverte, on va s'apercevoir que absolument toute la richesse qu'on a est fondée sur une immense partie sur cette entreprise coloniale-là. Et il faut en prendre conscience, c'est que les violences policières découlent de là, les profilages raciaux découlent de là, les inégalités raciales découlent de là. Tout ceci, finalement, pour le profit de très peu de personnes. C'est une pyramide dont la base est majoritairement racisée. Ou comme le montre Françoise Vergès, par exemple, en gros, si la France est propre, parce qu'elle parle plutôt de l'exemple de la France, c'est parce que des femmes racisées la nettoient, ou des choses comme ça. On l'a vu avec la crise de la pandémie au Québec. Là, exactement. Soignés dans les hôpitaux et surtout dans les CHSLD, c'est qu'il y a des gens qui sont sans papier, même souvent, qui sont venus d'Haïti pour faire cette job-là, que nous, les Blancs, on ne veut pas faire, ou moins faire qu'eux, enfin. Voilà. Et donc, mon projet, hein, je n'ai pas l'ambition ni d'être un grand voilà, pourvoyeur du mal et de dire voici la grande leçon de morale, mais c'était de dire remettons de l'avant cette situation de 1884 et ce moment-là où ça a vraiment pris un tournant, la technologie a permis le tournant qui fait que de nos jours, on en est là. Oui, mais comment on fait pour faire un bon roman? Parce que ça, c'est fabuleux comme volonté, parce que c'est un bon roman, Ténèbres. Puis souvent, les gens qui ont des idées intellectuelles qui disent « je vais raconter une époque de sorte à… » Ça fait des romans plates. Soyons sincères, ça arrive, ça. On appelle des thèses, des romans à thèse. Comment vous avez fait pour faire un si bon roman? Il faut mettre de l'érotisme, c'est ça. C'est le secret. Vous avez une idée, vous mettez un peu de sexe et puis c'est bon. Non, je pense que c'est moitié une espèce de thèse, une espèce de choses historiques, etc., hein, qui est très importante quand même, et moitié fantasme. Hein. J'ai mis beaucoup de mes fantasmes, et je pense c'est ça. On parlait du rapport à la vérité. Moi, je pense qu'il y a un rapport à la vérité, bon, oui, qui est nécessaire, entre vérité historique, entre guillemets, mais je pense aussi que le roman, ça va être une façon de réfléchir le monde à travers des fantasmes. Parce qu'il n'y a pas forcément une vérité absolue, on est tous des êtres de désir. Et tous ces désirs qui sont parfois obscurs, compliqués. Et nos sociétés sont aussi des désirs. Il y a des désirs qui sont pas bons chez nous, de domination, des désirs de mort, des désirs de dire des choses mauvaises. En même temps qu'il y a de la grande douceur, il y a de l'amour. On est chargé d'amour. Donc, je pense que, je ne sais pas c'est quoi la recette, mais chez moi, ça a été aussi d'aller chercher un petit peu dans tout l'irrationnel, le désir, dans tout ça, et de dire, bon, l'être humain, c'est très, très compliqué, donc ça ne servira à rien de donner une grande leçon de morale, on va plutôt choisir des situations assez ambiguës. Oui, histoire de mettre la dimension de la fiction et de l'imaginaire là-dedans. Hein. Mélissa, revenons à vous. Oui. Et à ce fameux roman, Une joie sans remède, c'est votre deuxième roman, Mélissa. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on dit que c'est de l'autofiction? Est-ce qu'on l'assume? Moi, j'appelle ça plutôt du roman vrai, parce que c'est quand même, du roman vrai, parce que en fait, le matériau, c'est sûr, est tiré de ma vie, de mon expérience de la maladie, mais en même temps, c'est écrit quand même comme une fiction, parce que il y a au départ les faits vécus là qui sont tout mêlés, tout chaotique, et puis j'ai travaillé pour créer une forme avec tout ça, donc j'ai enlevé des choses, il y a des choses qui ont surgi aussi au moment où j'écrivais que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Donc pour moi c'est du roman vrai. J'avais besoin de donner à Marie un autre nom que le mien, parce que j'avais besoin de prendre une distance avec moi-même, avec cette histoire qui était quand même assez dure, là. Ça a été une dépression très grave. Et j'avais besoin de prendre une distance pour y voir plus clair. Et je voulais aussi surtout qu'elle puisse avoir sa trajectoire à elle pour que je puisse m'en libérer après coup. Exactement comme j'avais fait pour mon premier roman aussi. Oui. Alors, cette fameuse Marie, parlons d'elle. C'est à la fois quelqu'un qui vous ressemble puis quelqu'un qui a sa propre trajectoire. Comment vous la décrivez quand on vous demande de parler d'elle? En fait, Marie, c'est une jeune femme, je dirais, idéaliste,
très timide, introvertie, pas mal. Mon Dieu, très anxieuse, je dirais même peut-être un peu misanthrope. En fait, elle a plein de belles qualités. Et puis, en fait, ce qu'elle voulait, Marie, c'était de transmettre son amour de la littérature, sa passion, parce qu'elle avait trouvé là des choses essentielles et elle éprouvait le besoin de les partager. Mais elle découvre que c'est impossible, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle s'épuise à la tâche. D'ailleurs, c'est pas un cas unique, Marie. Là, il y a beaucoup de professeurs qui sont dans cette détresse. Là, je le sais parce que j'ai eu beaucoup de lettres de professeurs qui se sont reconnus. Oui, oui, tout à fait. Et donc, j'en suis venue à me dire que, mon Dieu, être malade dans le monde actuel, c'est presque un signe de santé, là. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas dans le monde de l'éducation. Parce que ce qui épuise Marie, dans un premier temps, puis ça, je le dis au tout début du roman, c'est vraiment le nombre d'étudiants par classe. Elle voit ses classes se remplir au fil des années. Juste pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais 28, 29 étudiants par classe. Maintenant, j'en ai 42, 45. Oui. Arrêtez-vous. Oui, puis ça a presque doublé. Oui. Puis j'ai même une collègue qui me disait, moi, quand j'ai commencé, on en avait 24. T'sais. Donc, ça va pas en s'améliorant, là. Puis moi, je m'en vais pas en rajeunissant non plus. Donc, c'est très difficile, c'est très exigeant. Puis Marie voit comme ça ses classes se grossir et surtout, elle voit qu'elle est empêchée de faire son travail et qui consiste à suivre de près le travail de ses étudiants. Donc ça, c'est un des aspects qui l'épuise énormément. Et aussi parce qu'on perd un peu la relation humaine. Là, quand il y a trop d'étudiants, on a du mal à entrer en relation avec chacun des étudiants, puis on sait que c'est très important. Puis il y a aussi autre chose, c'est qu'elle a l'impression, c'est vraiment une impression, qu'elle n'est pas capable de rendre la matière intéressante. Elle est comme tous les jeunes profs là, qui sont comme trop pris dans leur matière et puis qui ont du mal à entrer en communication avec les étudiants qui sont là devant eux. Donc, elle est... faut dire aussi qu'elle enseigne des classiques. Ça rend la tâche la plus lourde. Elle enseigne. Avez-vous fait ça, enseigner des classiques? Oui, beaucoup. Okay. Bernanos, Jean Racine. Puis quand on enseigne des classiques, ce sont des œuvres, donc évidemment, qui appartiennent à une autre époque, un autre contexte, qui ont... c'est même une autre forme de langage, quasiment. Donc, il y a ça en Marie. Elle a peur d'être toujours un petit peu en dessous de l'œuvre. C'est presque de la traduction. Donc, ça devient terriblement exigeant. Et elle s'identifie tellement à ce qu'elle enseigne que lorsqu'elle sent que les étudiants rejettent ce qu'elle enseigne, ben, elle se sent rejetée, elle aussi. Et elle a tellement peu confiance en elle, tellement peu d'assurance, comme beaucoup de jeunes profs que j'ai vus, ben, que là, elle veut juste mourir, elle veut disparaître, elle veut démissionner. C'est un peu triste, là, et c'est pour ça aussi qu'elle pense que la littérature l'éloigne de la vie, en quelque sorte. C'est fabuleux parce que c'est sa grande passion. Oui. C'est ce qu'elle veut transmettre. Et puis, on en arrive au constat que c'est ce qui l'éloigne de la vie. Tout ça, la trajectoire est assez passionnante. Là. Oui. Mais je dirais qu'au-delà de sa difficulté d'enseigner, il y a aussi la difficulté d'être qui est très forte parce que dès le départ, au début du roman, j'explique qu'elle est comme en état d'anémie spirituelle. C'est une expression que j'ai empruntée à Bernanos, que j'aime beaucoup. D'abord, juste le mot anémie, qui réfère à la fatigue, à l'épuisement, au manque d'énergie. Mais l'anémie spirituelle, c'est aussi, ça suggère la perte de sens, la perte de repères. Marie, c'est vraiment une femme qui est désorientée, qui est comme écartelée entre deux cultures, entre la culture de sa grand-mère, qui était la culture traditionnelle, qui donnait des valeurs, qui donnait des repères, la foi, la famille, le travail, on se souviendra de cela. Là. Puis aussi, surtout, les figures d'autorité étaient respectées dans cette culture. Alors que là, dans sa culture à elle, contemporaine, ben, c'est comme si tout tombait, le plancher s'ouvre sous ses pieds, les valeurs, les figures d'autorité sont mises à mal. Donc, il y a ça aussi, cette désorientation et le fait qu'elle sente aussi chez ses étudiants cette désorientation sans nécessairement qu'ils sachent pourquoi, mais c'est peut-être la crise climatique, c'est peut-être la culture de consommation, mais ils sont perdus eux aussi et elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à les secourir, à les aider. Donc, c'est pour ça qu'elle s'accroche, je dirais, à une culture qui est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on veut quand on choisit d'enseigner la littérature, Mélissa? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire?
Ben, on voudrait donner du sens, je crois. Je pense que ce livre, c'est ça, c'est vraiment une quête de sens. On veut, on espère redonner ce qu'on a reçu, je pense. Une culture, oui, des repères qui vont nous aider à vivre. La littérature, pour moi, c'est aussi quelque chose qui nous donne accès à une dimension plus infinie, une dimension métaphysique, quelque chose qui est de l'ordre du rêve. C'est ce qui peut nous aider à nous oublier aussi quand tout va mal. Donc, pour moi, oui, c'est quelque chose qui est précieux, qui est essentiel, qui peut aider à vivre. Puis c'est ce que je veux transmettre à mes étudiants. Oui. C'est comme pour leur donner un pilier. Oui, mais c'est d'autant plus important dans l'époque où on est plongé, là, tous. Là. L'accès à l'imaginaire est primordial, hein, parce qu'il ne nous reste pas grand-chose d'autre. Donc, Mais je dirais aussi l'accès à la réalité, parce que le livre, il nous aide à mieux voir, mieux comprendre la réalité. Oui, oui. C'est comment enseigner en 2021? Lâchons la technologie et la pandémie, là. On dit beaucoup de choses, hein, sur les jeunes qui ont fait ça depuis des générations. Hein. Les jeunes ont toujours tort. Quand moi, j'avais 20 ans, puis vous aussi, on disait qu'on n'avait pas d'allure. Puis on répète encore ces maudites niaiseries-là en ce moment. On dit qu'ils n'aiment pas le livre, on dit que ça les intéresse pas. Non, moi, je les aime, les étudiants. Ben oui, puis je pense que c'est normal qu'ils confrontent leurs professeurs, qu'ils soient dans la confrontation. J'aime ça. Moi, quand ça arrive, je trouve que c'est bon signe. Donc, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'énerve là présentement là, sur le fait que des étudiants s'offusquent d'un livre ou je ne sais trop. C'est normal que des étudiants confrontent leurs professeurs, qu'ils soient bouleversés, qu'ils soient choqués, qu'ils soient irrités. Hein? C'est l'âge. Si on n'est pas confrontant à cet âge-là, on ne le sera jamais. Là. Exactement. Oui. puis nous, on est là, les professeurs, pour recevoir ce choc, pour les accompagner là-dedans. Oui. Ouais. Est-ce que ça les intéresse, la littérature? Écoutez, c'est comme toujours. Il y a toujours des petites lucioles dans une classe, oui. des étudiants. Puis d'ailleurs, quand on est jeune prof, c'est ça le problème, c'est qu'on voit surtout ceux qui ne veulent pas de nous, pardon. Donc, c'est surtout ceux-là là, qu'on voit dans ceux qui sont assis dans le fond de la classe, qui chuchotent et tout. Alors qu'il faut apprendre à regarder les étudiants qui sont allumés, qui sont là. Il faut s'accrocher à eux. Puis moi, c'est le conseil que je donne maintenant aux jeunes profs parce que je sais qu'il y a beaucoup de démissions après seulement 5 ans. Donc, j'aimerais leur dire accrochez-vous parce que plus on vieillit, plus on prend de l'expérience, on devient professeur, c'est ça. Tranquillement, pas vite. Faisons un lien avec Sophie Letourneau qui pratique en quelque sorte le même métier, mais à un autre niveau d'enseignement. Sophie, vous enseignez à des gens qui ont choisi d'entrer en littérature. Puis avec Mélissa, en fait, on faisait référence sans vraiment nommer les choses à la série d'articles d'Isabelle Haché qui ont provoqué toute une affaire dans la population. C'est allé jusqu'au ministre, le premier ministre François Legault qui a dit on va se mêler de ce qui se passe dans les universités, les profs ne devraient pas être harcelés. Qu'est-ce que vous vivez, Sophie Letourneau, vous? En enseignement de la littérature. Est-ce que les témoignages qui ont été faits par certains profs au cours des dernières semaines, ça ressemble à ce que vous avez pu vivre ou pas du tout? Ben, en fait, moi, je suis en congé de maternité, donc j'ai un bébé naissant à la maison. Donc, je vis sur une autre planète, oui, c'est ça. Puis j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec mes collègues. Avec les collègues, oui. Ouais, mais il reste quand même que ça se passe pas depuis 2 jours, cette affaire-là. Est-ce que c'est un changement? Est-ce que la confrontation est plus importante sur les idées, sur la littérature, sur ce qu'on enseigne ou pas? Moi, c'est pas quelque chose à Laval là, que j'ai vécu. Ceci dit, je fais toujours attention là, dans les œuvres que j'enseigne, que ce soit représentatif de divers genres, de diverses nationalités, donc de pas me restreindre toujours au canon. Mais c'est sûr que je sais que j'ai des collègues qui sont en études féministes qui étaient vraiment outrés là, par ce qui se passait. Bon. Sophie, comment on pourrait catégoriser le genre de roman que vous faites? Est-ce que... Comment on décrit ce travail-là? Parce qu'il y a un travail de mise en scène quand même. Oui, en fait, moi, ce qui m'a frappé dans la sélection là, des finalistes du prix des collégiens, c'est qu'on a tous une posture
différentes par rapport au réel, puis par rapport à la recherche, à la documentation ou à ce qu'on cherche à représenter. Donc, quel genre de roman j'écris? En fait, j'essaie d'écrire... je me donne toujours un projet un peu impossible à chaque fois. Donc, Chasse à l'homme, pour moi, c'est pas un roman dans le sens où c'est pas fictionnel, là, c'est pas de l'imaginaire. Puis au contraire, je voulais provoquer le réel, je voulais susciter, je voulais que le livre, que Chasse à l'homme, mais aussi que Chanson française, ait un effet là, dans la réalité. Donc, dans ma vie aussi, ouais, c'est ça, dans ma vie. Donc, non, mais moi, comment je le présente habituellement, c'est dire que c'est de l'écriture du réel, ou il y a le terme anglais non-fiction qui est un petit peu triste parce que on se définit par la négative. Mais voilà, moi, j'irais comme ça. J'irais avec l'écriture du réel. C'est un mot qu'on emploie aussi pour mettre dans le même paquet des gens qui s'inspirent de leur vie, en fait. Alors, il y a quelque chose de fabuleux dans ce roman-là. Tous les romans nommés sont fabuleux, là. Alors, en 2008, vous consultez une cartomancienne. En fait, c'est ce qui est raconté dans le livre, qui vous prédit que grâce à un livre, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Voilà. Le père de mon fils. Alors, vous avez vraiment écrit un livre pour provoquer votre vie, Sophie? Oui. Je le recommande pas, d'ailleurs. Ça a été très long. Ça a été beaucoup d'efforts. Mais ça a fonctionné, mais ouais. Ouais, non, je l'ai vraiment fait. C'était donc Chanson française. Bon, je l'ai fait pour provoquer le réel, mais aussi parce que une chose que j'avais retenue des entretiens entre Wajdi Mouawad et André Brassard, dont je m'étais occupée, c'est qu'André Brassard avait un jour conseillé à Wajdi Mouawad de monter une pièce de théâtre d'un auteur qui était très loin de lui. Et donc, Wajdi Mouawad avait monté Tchekhov. Et c'est suite aux Trois Sœurs, donc que sa carrière avait été véritablement lancée. Donc, je m'étais dit, je vais faire quelque chose qui est vraiment loin de moi. Je vais écrire un roman d'amour. Et donc, faire quelque chose qui est vraiment loin de soi, c'est un très beau défi, mais c'est aussi, c'est ça, ça a été très exigeant, en fait. Oui. Bon, je le disais quand on a commencé à se parler, puis moi, je trouve que c'est un sujet fabuleux. Il y a des garçons, il y a des filles avec nous aujourd'hui. Le désir des filles d'être aimées. Là, on pourrait passer 3 heures là-dessus. Là. Pourquoi c'est spécifique, ça? Est-ce que c'est spécifique aux filles? Est-ce que le désir d'être aimé des filles est plus présent dans l'imaginaire des filles, est plus fort dans l'imaginaire des filles, Sophie? Moi, je le vois dans une lorgnette féministe, c'est-à-dire que si collectivement, comme société, on valorisait les femmes, chaque femme aurait pas ce désir-là d'être aimée ou de trouver son prince charmant. Donc, je pense que dans une société ou dans un monde plus égalitaire, je suis pas certaine que ce désir-là d'être aimée des filles persisterait. Donc, je vois vraiment que c'est un privilège que les hommes ont d'être aimés. C'est vrai. Non, mais on aime les hommes. On les aime beaucoup quand même. Je fais référence d'ailleurs à la phrase que vous venez de dire, un roman d'une auteure française. Oui. Il faut beaucoup aimer les hommes. Il faut beaucoup aimer les hommes. Oui. C'est une citation de Duras à la base, mais je pense que c'est Marie Dariussec qui l'a. Oui, bravo. Ouais, c'est ça. Mais donc, oui. Oui, le désir des filles d'être aimées, moi, je le trouve tout à fait légitime. Puis, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours agacée qu'on se moque de ce désir-là qu'on est fait d'être aimé, parce qu'au contraire, je trouve qu'il y a un fondement politique à ça avant d'être romantique. Ça veut dire quoi, ça, qu'il y a un fondement politique, que c'est intéressant? Que tout ce que... Moi, je pourrais dire ça. Que ce qu'on associe à la féminité a autant de valeur que ce qu'on peut associer à un paradigme masculin, puis que dans un monde où les hommes lisent des romans de filles, ou dans un monde où les hommes s'intéressent à ce qui traditionnellement qu'on considérait des intérêts féminins, oui, c'est ça qu'il faut, c'est ce que je veux dire par fondement politique. Vous n'avez pas l'impression aussi que de façon mythique, mythologique, depuis toujours, on éduque les hommes à penser d'une certaine façon et les femmes à penser d'une certaine façon? Vous faisiez référence aux princes, là, puis aux contes de fées. On a tout
Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Disney s'est arrangé pour qu'on regarde ça. Puis après ça, on a comme, en tout cas, moi, je vais faire un coming out, le roman Harlequin. Donc, il y a une construction d'un récit où on attend que ça se passe. Puis il y a ça dans votre roman aussi. Il y a cette façon d'envisager ça aussi, là. Les filles sont un peu dressées pour attendre et désirer être aimées. Oui, tout à fait. Ben, ce sont les chansons qu'on entend aussi constamment à la radio. C'est présent dans la chanson française. Oui, tout à fait. Donc, il y a un imaginaire amoureux là, dans lequel on baigne comme femme, comme fille qui est très présent, qui, de mon point de vue, sert un peu aussi de compensation là, par rapport à la place des femmes, la place que les femmes occupent dans la société. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti ou que je ressens. C'est quelque chose qui m'est étranger, que j'observe chez mes amis, chez les femmes, qui m'a donc intriguée. Puis pour moi, c'est d'écrire Chasse à l'homme, d'écrire chanson française, c'est une manière de me pencher là-dessus, d'essayer de le comprendre. D'un anthropologue, en fait. Oui, d'un point de vue d'anthropologue. Puis, ouais, voilà. Mais c'est une recette formidable. Moi, je suis convaincue qu'il y a des gens, je ne sais pas si vos nommés ou je sais pas, je connais pas votre situation amoureuse, puis on rentrera pas là-dedans, on créera pas de malaise aujourd'hui, là. Mais je veux dire, moi, je suis convaincue qu'il y a des gens qui ont lu votre roman, puis qui savent que c'est vrai que vous avez fait ça, puis là, vous avez rencontré l'homme de votre vie, qui sont en train de se dire, bon, est-ce que c'est la façon de rencontrer Sophie? Je vais te poser des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont abordé après avoir lu votre livre en disant, comment ça se fait que ça marche? Moi, c'est que ça a marché. C'est intriguant, cette histoire-là. Non, mais j'aurais aimé qu'on me le demande. Je vous le demande. Ouais. Allons-y. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné, en fait, que ça fonctionne. Ça finisse par fonctionner. Ce pari-là, là, d'écrire un livre pour rencontrer l'homme de ma vie. C'est quelque chose que je m'explique pas encore, mais... c'est plus compliqué que d'aller sur Tinder, ça, on va se le dire. Oh, oui, exactement. Donc, je suis pas sûre que je le conseillerais à tout un chacun, mais ce que je conseillerais, par contre, c'est d'avoir sur sa vie un regard de romancier. C'est-à-dire que moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander à prendre des décisions en me disant qu'est-ce qui ferait une bonne histoire, tu sais? Ou vers où est-ce que je veux aller comme trajectoire. Et donc, ça, d'avoir un regard narratif sur sa vie, je pense que c'est un bon conseil que je pourrais donner. C'est formidable. Il faut l'imaginer pour que ça arrive aussi en image. Oui, tout à fait. C'est merveilleux. Alors, on va parler maintenant avec Jean-Pierre Gorkinian. Jean-Pierre, ce roman, Tireur embusqué, quand je vous avais interviewé pour Plus on est fou, plus on lit, j'avais beaucoup insisté sur le fait que vous étiez retourné, parce qu'on l'a compris, vous êtes né ici, mais de parents syriens, puis la Syrie, c'est un pays dévasté. Jean-Pierre, par la guerre, qui continue d'ailleurs, cette guerre civile. C'est pas la paix absolue en Syrie à l'heure actuelle. Il y a ça dans votre héritage, puis il y a ça dans votre quête aussi. C'est un pays que vous avez connu comme enfant avant la guerre, puis vous y êtes retourné j'y vais de mémoire, Jean-Pierre, 2017-2018, c'est ça? Oui, 2017-2018, oui. Ouais. Clairement, pour faire des recherches pour écrire ce roman-là, d'ailleurs, hein, avec vraiment la volonté d'aller là pour chercher ce que vous aviez besoin pour écrire Tireur embusqué. Là. Oui, j'avais envie d'écrire une intrigue qui se déploierait entre le Québec et la Syrie. Je dois avouer que j'avais pas l'histoire là quand je suis parti en Syrie. Je suis vraiment, j'ai décidé de plonger là dans les racines justement pour que cette histoire-là émerge. Puis j'ai dû y retourner une deuxième fois là, pour compléter quelques scènes puis retravailler le texte. Alors, c'est un personnage qui arrive ici, qui est d'origine syrienne, qui va... Bon, quel âge il a? C'est un adolescent? Il a 16-17 ans. Là, ouais. 16-17 ans, qui va faire la rencontre de Kevin, qui est un Québécois. Puis là, ils vont entrer... Comment on pourrait décrire ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je pense que ces deux personnages qui sont en exil, qui sont exilés. On a Shams qui est un exilé territorial. Il y a la dimension d'immigrant aussi qui vient ici. Il connaît pas tout à fait la langue. Il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il y ait un nouveau collège. Et il y a Kevin qui est un exilé, mais un exilé chez lui à la maison, c'est-à-dire un exilé dans sa propre classe, un exilé dans sa famille à lui. Donc, il y a ces deux souffrances-là. Puis je pense que les deux personnages, ils essayent de chercher un chez-soi.
Et je trouve que ce qui est tragique dans ce roman-là, c'est parce que c'est une tragédie. Oui, c'est une tragédie. Tireur embusqué, c'est une tragédie. Ce qui est tragique, c'est celui qui habite ici, qui est du Québec, en le fond, c'est celui qui trouve pas sa maison. Et je voulais mettre en relation esthétiquement ces deux types de violences-là. Une qui est issue de la guerre, justement, qui est très visible, qu'on voit dans les médias, qui est photographiée, qui est filmée. Puis l'autre, plus invisible, qui est celle de l'exil, mais aussi du rejet, de la masculinité toxique aussi. Kevin, il est très animé par cette espèce de démon là, qui a dans lui, qui l'amène à commettre un drame. Et c'est cette violence-là que j'ai voulu exprimer, que j'ai voulu montrer à travers le livre. La pauvreté ou l'isolation qu'on voit moins que dans les pays en guerre, hein? Il y a quelque chose de ça dans le monde dans lequel on vit. Tu sais, au Québec, être marginalisé, ça n'a pas la même importance que dans un pays en guerre où la marginalité avance à visage découvert. Là, on peut imaginer, Jean-Pierre, d'une certaine façon. Là. Mais en fait, ce qui m'a inspiré dans le personnage pour créer Kevin, c'était quand je m'étais retrouvé dans les rues d'Alep, en fait, qui avaient été bombardées, les quartiers qui avaient été rasés. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé devant un bâtiment là, qui avait reçu un obus. Puis, vraiment, devant ce paysage de désolation, je me suis rappelé que j'ai connu aussi des jeunes garçons quand j'étais plus jeune. Mais moi-même aussi, des fois, j'avais le cœur aussi ravagé que ce que je voyais devant moi. Sauf qu'il y avait personne qui en parlait. Personne n'en parle de cette souffrance-là, on parlait de la difficulté d'être une fille, mais je trouve que il y a un poids très lourd à être un homme aussi, à être viril. Puis je pense que si les femmes y ont été capables d'avoir une révolution pour réinventer le féminin en se départissant du poids des traditions, comme Simone de Beauvoir l'exprime dans un de ses livres, je pense que les hommes y ont encore leur révolution à faire pour se départir de ce concept très toxique de ce que c'est la virilité. Puis on a Shams, dans le fond, qui est un personnage qui vient de la Syrie, qui a appris à se battre, qui a appris à jouer du couteau, qui a appris à tirer du gun, qui arrive ici au Québec, puis toutes ces qualités-là, toutes ces compétences-là ne lui servent absolument à rien ici. Puis c'est les femmes du roman qui lui font réaliser que ça sert à rien d'être le plus fort, d'être viril, d'avoir cette image-là de ce que c'est un homme. Kevin, par exemple, ce qui est dramatique, ce qui est tragique, c'est qu'il y a personne qui lui dit, qu'il échappe un peu au regard du système. C'est un peu celui qui évoque pour moi le tireur embusqué de ce roman-là. Oui, d'où le titre d'ailleurs du roman, hein? C'est assez clair. On a l'impression que les générations actuelles, on voit là, des manifestations, vous dites les garçons doivent se débarrasser de cette masculinité toxique-là, doivent réinventer ce que c'est être un garçon. Là. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, au cours des derniers mois, des garçons porter la jupe à l'école. Bon, il y a des écoles privées qui disent on va permettre aux garçons de s'habiller comme ça maintenant. Avez-vous l'impression qu'on est au balbutiement de ça? Parce que les gens qui sont avec nous ce soir, ils ont cet âge-là. Est-ce que il y a quelque chose de positif ou est-ce qu'on va y arriver à permettre aux garçons, puis est-ce qu'ils vont arriver eux-mêmes à se permettre de se voir autrement? Parce que c'est ça dont vous parlez dans votre roman, là. À se définir autrement que les carcans. Vous en avez souffert, Jean-Pierre, en fait, on peut imaginer. Mais oui, évidemment, j'en ai souffert, puis ça rejoint un peu la raison pourquoi j'ai voulu écrire un livre que j'aurais aimé ça écrire plus jeune, dans le fond, que j'aurais aimé ça lire plus jeune, parce que dans le fond, on a tout le temps cette idée du héros qu'on a hérité des Grecs, dans le fond, des personnages comme Achille, Ulysse, qui sont des surhommes, dans le fond, c'est des images, c'est des mythes qui pèsent sur nos épaules. Et je pense que oui, comme vous dites, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. La masculinité s'exprime de différentes manières, de différentes façons, mais oui, je vois ça d'un très bon œil, mais ça reste quand même difficile. Puis je pense que dans un milieu secondaire, collégial, comme c'est dessiné dans le livre, je pense que les jeunes peuvent être très cruels aussi des fois. Puis c'est ça qui nous amène, qui amène en tout cas les personnages de ce roman vers des extrêmes.
Exact. Non, vous n'y allez pas avec le dos, comment dire, le dos de la main morte, Jean-Pierre, pour prendre un exemple. Ça fait ça un péronisme, certainement. Il y a aussi toute la... Parce que venir d'un autre pays, bon, vous êtes un enfant de ce qu'on appelle la deuxième génération d'immigrants. Je suis convaincue qu'il y a plein de garçons et de filles qui sont avec nous ce soir, qui ont vécu ça aussi ou qui vivent ça, là. Il y a à la fois une grande richesse, puis un drame parce que le pays d'où sont issus vos parents est en train de non, pas en train de s'écrouler. Je pense qu'ils vont survivre, mais c'est terrible ce qui se passe là-bas. Là. Il y a énormément de morts, de souffrances, de violences. Là. Et c'est à la fois une richesse, Jean-Pierre, quand même. J'imagine que vous le voyez comme ça aussi, d'avoir cette culture-là, d'avoir ce savoir-là. Comment vous réfléchissez à ça, vous? Comment ça se passe dans votre vie? Je pense que chaque personne a des sensibilités différentes par rapport à cet héritage-là. Moi, j'ai mes parents, en fait, mes ancêtres, nous autres, dans le fond, je suis un descendant d'un peuple qui a été génocidé. Oui, les Arméniens, bien sûr. Et puis, donc, cette violence-là qui a voyagé, qui s'est transmise de génération en génération. Quelque chose que Wajdi Mouawad a très bien compris. Je suis content, Sophie, que tu aies mentionné Wajdi parce que ça a été un artiste vraiment capital, fondamental dans ma trajectoire d'artiste parce que c'est en regardant des pièces de Wajdi que j'ai compris que moi aussi, j'étais québécois. J'étais québécois dans la langue dans la langue de Wajdi. Pas québécois en écoutant mes aïeux ou les cowboys fringants. J'étais vraiment québécois dans cette langue-là Et donc, quand Nawal, dans Incendie, dit qu'il faut couper le fil de la violence, puis exhorte sa fille à étudier, à apprendre les mots, à apprendre à apprendre à compter, à apprendre à lire, c'est des choses qui me parlent énormément parce que moi, je sens ce poids-là de la violence qu'on a vécu à la maison. C'est quelque chose qui m'a habité. Et donc, pour réparer ces blessures, c'est en quelque sorte pour ça que je suis devenu écrivain. Mais ma sœur, par exemple, elle a décidé de vraiment couper le fil. Elle a décidé avec ses origines, avec son héritage. Puis elle, dans le fond, parler de cette violence-là, parler de ses brisures, ça l'intéresse vraiment pas. Elle a tourné la page. Donc, c'est pour ça que je dis que chacun a ses sensibilités par rapport à cet héritage, par rapport à ses richesses. Moi, ma sœur, pendant longtemps, elle n'a pas vu ça comme une richesse. Là. Elle se sentait différente, elle se sentait en exil, justement. Elle trouvait que le poids des mœurs à la maison, des manières de faire, c'était trop à gérer. Elle avait des amis qui c'était des jeunes filles qui avaient envie qui étaient des Québécoises, qui étaient indépendantes. Puis je pense que ma sœur, elle a beaucoup souffert de pas être comme elle. Donc, je pense que cette richesse-là que vous parlez, il y en a qui le voient comme une richesse, il y en a d'autres qui le voient comme un poids. J'ai essayé de le démontrer aussi dans le roman. C'est pas tous les personnages, pas tous les personnages qui voient ça comme une richesse, là. Non, c'est vrai. C'est dans le discours social qu'on essaye d'arriver à en amener à c'est une richesse, parce que c'en est une aussi quand même, là, mais effectivement, ça peut être un poids, c'est super intéressant ce que vous venez de dire. Alors, c'est l'heure de prendre les questions, franchement, des collégiens. Alors, je pense que je connais la méthode. S'il y a quelqu'un qui devrait m'aider, manifestez-vous. Je vois des questions sur ma droite. Alors, d'abord, une question pour Mélissa Grégoire, de la part d'une collégienne, une vraie, point d'exclamation. J'ai beaucoup aimé la narration crue, honnête, vraie. Je souffre moi-même d'un trouble d'anxiété et votre roman m'a beaucoup touchée. Pensez-vous que davantage d'histoires portant sur la santé mentale devraient être axées sur la guérison, sur l'espoir? Je pense surtout à certaines histoires où le personnage s'apitoie sur son sort, où le personnage est défini par sa maladie, etc. Merci en avance pour votre réponse. Oui, je suis très contente d'avoir cette question-là parce qu'en fait, c'est sûr que le titre de mon roman, Une joie sans remède, il est axé sur la guérison. Le premier sens d'une joie sans remède, c'est vraiment, il faut le prendre au sens littéral, c'est une joie sans médicaments, sans anxiolytiques, sans somnifères. Et c'est sûr que Marie aspire à cette joie-là. D'abord, c'est la joie de sa grand-mère. Sa grand-mère n'a jamais pris de médicaments.
Et elle aspire à cette joie-là, même si elle sait que les médicaments peuvent alléger sa souffrance pendant un certain temps. Mais elle sait très bien que les médicaments sont une béquille aussi, que l'effet ne va pas durer nécessairement. Et donc, il va falloir qu'elle trouve les ressources en elle-même. Donc, ça, c'est le premier sens du titre. Le deuxième, une joie sans remède, il faut bien l'entendre comme ça, c'est une joie qui est inguérissable, qui est absolue. C'est une joie qui traverse tout, qui traverse même la maladie. Et c'est la joie de sa grand-mère. Elle lui dit à un moment donné, ma joie, c'est d'être en vie, tout simplement. C'est lié au fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. C'est d'être rattaché aux plantes, aux animaux, etc., etc. Donc, oui, moi, j'espère qu'on peut guérir l'anxiété, malgré que, bon, c'est une maladie, on le sait, extrêmement paralysante. C'est une maladie invisible qui peut semer des doutes, de la suspicion, on le sait. Mais c'est une maladie assez grave, très paralysante. Et je pense que s'il y a une leçon à retenir de mon roman, ce serait peut-être qu'il faut accepter d'abord cette maladie, si on veut aller vers la guérison, l'accepter totalement, l'embrasser et accepter ses limites. Je crois que ce serait la première chose à retenir. Oui, mais il y a une stigmatisation à l'égard de la santé mentale. Quand je vous ai demandé comment ils changent, je dis qu'ils sont beaucoup plus anxieux, mes étudiants, qu'auparavant. Là. Oui. Comment vous expliquez ça? Bien, écoutez, on vit dans une culture de l'image, du virtuel. On a moins de contact avec les choses, avec les personnes. Déjà là, je pense que c'est quelque chose d'anxiolytique. Bon, la culture donc de consommation aussi, là, ces besoins illimités là, qui font qu'on n'est jamais satisfait, qui nous manque toujours quelque chose. La crise climatique, je pense que, mine de rien, ça fait son travail. Bien, bref, il y a plein de choses. Mes étudiants sont anxieux pour leurs examens. Ils ont énormément de pression, comme nous, les professeurs aussi. On a comme une menace toujours qui pèse sur la tête. Là. Ça va péter, hein? C'est pas rassurant de voir ça, certainement. Alors, je dis aux gens qui sont avec nous, ils sont nombreux quand même. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais, hein, parce que maintenant, on va s'en aller. Puis c'est toujours pareil, hein. Même moi, j'ai beaucoup plus d'expérience en qu'est-ce que j'haïs ce mot en présentiel, mais avec des gens vraiment présents, en chair et en os. Puis là, on ouvre la période des questions, personne parle. Puis là, il reste 3 minutes, là, tout le monde veut poser des questions. Fait que garochez-vous parce que on sera pas là encore pour très, très longtemps. Donc, j'attends les questions pour un ou l'autre des nommés. Comment vous réagissez aux commentaires, aux questions ou aux commentaires critiques, Pierre Sanson? Est-ce que vous êtes du genre à les lire, à vous intéresser à ce qu'on pense de vos livres? Seulement si c'est positif. Moi, je disais, pourquoi avoir une vie difficile quand elle peut être facile? Donc, je demande toujours, parce que j'ai demandé à mes éditrices, lisez les papiers et si c'est bon, vous me l'envoyez. Si c'est pas bon, j'y tomberai dessus par accident peut-être. Mais de façon générale, écoute, je suis une personne qui est animée par le doute, toujours. C'est pour ça que je travaille très fort, puis même pour moi, un roman, c'est un constat d'échec. Hein. C'est parce que je peux pas l'amener plus loin, puis je vais essayer un autre, puis ça va être meilleur, là, peut-être, ou ça va être réussi. Là, je peux pas l'amener plus loin. Donc, je suis jamais satisfait, mais je sais que je travaille très fort. Et des fois, je vois c'est pas des critiques, vraiment, des opinions qui, à mon avis, sont un peu ingrates pour rien. Tu sais, je sens que c'est juste une opinion. Ça m'a touché, ça m'a bouleversé, j'ai vibré, mais ça m'intéresse pas. Je veux savoir, c'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est bien écrit, pas bien écrit? Est-ce que c'est crédible ou pas crédible? Là, j'avais une question pour Paul. Allez-y. Je me demandais, parce que j'ai lu le livre, puis moi, j'aime ça, trouver les références littéraires un peu. Puis, je me trompe sûrement, mais moi, je voyais du surréalisme dans ton approche, mais je sais que tu cites aussi Conrad, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, où te situes-tu dans... Conrad, oui. Dans la référence littéraire. Oui, The Heart of Darkness, Joseph Conrad, le roman le plus célèbre, qui a donné Apocalypse Now. Hein? Je veux juste permettre aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, de suivre le programme. C'est lui, Joseph Conrad. Allons-y, Paul. Pas directement le surréalisme. En tout cas, moi, je pense que les références, peut-être que celles qui nous marquent le plus, c'est pas celles dont on est conscient. Donc, c'est en fait finalement, si Pierre les voit, c'est qu'elles y sont. Oui, mais en fait,
Alors, pas forcément le surréalisme d'André Breton où je me suis dit tiens je vais faire comme ça, mais c'est sûr que j'avais envie de décrocher par rapport au réel. Donc parce que je pensais il y a un livre que j'ai lu récemment par exemple de Mona Chollet qui a écrit Sorcière, qui a écrit un livre sur la tyrannie de la réalité. Et il y a aussi Annie Lebrun, elle proche du mouvement surréaliste, qui avait écrit un livre du trop de réalité. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu personnellement, c'est l'emprise de la réalité qu'on nous impose. C'est pour ça aussi que je dis, bon, il y a pas une vérité. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que la réalité, par exemple, psychologique ou de nos relations sociales telles qu'on imposées par le vocabulaire, imposées par certaines descriptions qu'on peut retrouver, qu'on relaie sans s'en rendre compte, finalement, elles vont servir un ordre des choses et que cet ordre des choses, finalement, il est aller au travail, soyez gentils, consommer, etc. Et que tout ce qui est de l'ordre du rêve, des rêveries, apparemment, on dit, voilà, les jeunes, vous pouvez rêver, mais à un moment, il va falloir travailler. Moi, si je dis non, vous rêvez autant que vous voulez, et puis le travail, c'est vraiment la chose qu'il faut, c'est votre ennemi. Le travail, vous m'entendez les jeunes, le travail c'est l'ennemi. Voilà. Ça dépend si on aime ce qu'on fait, c'est pas l'ennemi. Ah non, c'est pas du travail. Ouais, ok. C'est de l'ouvrage, etc. Donc voilà, et la réalité souvent c'est l'allié du travail, le réalisme. C'est le principe de voilà, il faut travailler parce que sinon vous n'aurez pas de quoi acheter, et puis sinon vous allez avoir froid, vous allez avoir faim, vous allez être bien malheureux, vous allez prendre le mur de la réalité dans le visage. Tout ça c'est des menaces. La réalité c'est des menaces. Moi je dis le rêve c'est pas les menaces. Donc je pense mon côté du surréalisme c'est parce que voilà c'était aller à l'encontre de cette autorité qui s'impose. Bon. Paul, pendant qu'on était avec vous, il y avait une question. Bon, je vais la nommer quand même. Elle est nommée dans le message. J'ai le droit de faire ça. Camille Pelchat. Hein? Sa question pour vous, c'est… Ah non, ça, c'est une question pour Jean-Pierre. Attendez. J'avais une question pour vous. Converser Marie-Louise. Excusez-moi, j'essaie de rendre ça souple et formidable. Alors, oui, Camille Racicot, Paul, veut savoir, qu'est-ce qui vous a inspiré à mêler les sujets de l'érotisme, de la colonisation et du lingxi ensemble? Ce sont des sujets intéressants et rarement mêlés dans un même livre, ce qui apporte beaucoup d'originalité à votre œuvre. Très bon roman, dit-elle. Merci beaucoup. Oui. Alors, l'érotisme, ça m'a été inspiré par un penseur français qui s'appelle Georges Bataille, qui a écrit principalement entre les années 1930 et 1950, et qui s'est intéressé à l'érotisme, et un érotisme qui serait pas seulement génital et sexuel, mais qui serait général, qui serait tout un petit peu quand la vie se rend compte qu'elle est limitée, qu'elle veut toujours jouer avec cette limite. L'érotisme serait toujours le jeu avec les limites. Et donc, Georges Bataille, lui, était très impressionné par le lingxi, cette découpe chinoise que je mets dans mon roman, que je romanise, que je rends un peu romanesque, mais qui a existé. On découpait des gens vivants pour les punir. Et donc, au même moment où, moi, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup, hein, la mutilation et tout ça. Mais par ailleurs, dans ma vie, je suis quand même relativement sain. Hein, c'est de l'intérêt imaginaire, justement, l'imaginaire. Et justement, l'imaginaire, ça permet de ne pas mutiler dans la vie. Hein. On mutile en imaginaire et puis voilà. Généralement. Voilà. Et puis, il me semblait qu'il y avait vraiment une vérité profonde. Parce qu'il y a quelque chose ça nous fait frémir. Et si ça nous fait frémir, c'est qu'il y a quelque chose pour moi. Et là, je découvrais qu'au Congo, on mutilait les travailleurs pour les punir ou pour faire pression sur eux. Donc, très mauvaise méthode de management. Hein. Mais on disait, voilà, si vous n'apportez pas assez de caoutchouc, on vous coupe les mains. C'est aussi simple que ça. Et après, je voyais finalement la répression des Gilets jaunes. Il y a eu plusieurs mains coupées. D'ailleurs, il y a un livre qui a été sorti là-dessus qui s'appelle 5 mains, je pense. Cette année. Bon, bref, et je me suis dit, comme je disais tout à l'heure, l'ambiguïté humaine. Est-ce que finalement, dans toutes ces mutilations autoritaires, souvent les États, quand ils ne sont pas contents, ils mutilent les gens. Et je me suis dit, mais puisque nous sommes très ambigus, et il doit y avoir aussi, Georges Bataille, il y a peut-être aussi une part d'érotisme là-dedans, il y a une fascination, il y a quelque chose qui touche à notre limite. Et tout l'enjeu, c'était un petit peu de savoir quand est-ce que cet érotisme-là bascule dans quelque chose de non érotique puisque mortifère, et aussi quand est-ce que quand est-ce que ça peut basculer. Est-ce que finalement, dans mon roman, l'érotisme, ça va être à la fois la voie de sortie dans l'horreur. C'est-à-dire que des fois, quand vous êtes pris
dans quelque chose de insupportable, littéralement insupportable, il va peut-être y avoir aussi quelque chose qui va dire une chose, alors je ne vais pas dire chose, très profonde sur votre réalité humaine, qui va être pleine de désirs, de rêveries, et que peut-être ça va être la voie de sortie. Alors je dis pas, c'est plutôt une compréhension anthropologique, c'est pas quelque chose qu'on applique dans la vie. Quand on est confronté à l'horreur, on est confronté à l'horreur. Mais est-ce que l'horreur ensuite peut pas nous dire quelque chose sur notre réalité humaine qui pourrait nous permettre de mieux nous comprendre? Très bonne réponse. Alors, parlons d'horreur. On a une question pour Jean-Pierre de la part de Camille Pelchat. Votre roman est touchant et bouleversant. Certains passages sont durs à lire, Jean-Pierre. Quels ont été les passages les plus difficiles à écrire? Merci Camille pour ta réponse. Je pense que c'est sûr que les passages à Alep, mon Dieu, c'est une question difficile. Je pense que toutes les scènes sont difficiles puis méritent, chaque personnage aussi a sa sensibilité, ses défis. Je pense que je dirais plutôt l'expérience la plus difficile dans l'écriture de ce roman-là, ça a vraiment été le voyage en Syrie. C'est la rencontre avec mon cousin duquel je me suis vraiment inspiré pour écrire Shams. Puis quand j'ai rencontré mon cousin, en fait, j'ai vraiment vu un guerrier qui était très animé aussi, qui avait une idée très arrêtée sur qui étaient les ennemis, qui étaient les bons, où était le front, faire attention à telle affaire, tel sniper, tel coin de rue. Il avait perdu un ami qui était allé chercher son costume de mariage. Il s'était fait descendre par un sniper qui était caché. Donc, il y avait vraiment tout cet univers guerrier dans lequel moi, Québécois, qui avait fait la grève de 2012 à fumer des joints puis à jouer du tam-tam dans les rues, quand j'ai été confronté à cette réalité-là, j'ai dû vraiment retomber sur terre, là, retomber sur la terre, en fait, sur ce pays, sur la Syrie qui était vraiment le théâtre, qui était à la croisée depuis des millénaires, en fait. La Syrie depuis les routes de la soie, la Syrie est à la porte de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Et d'autant plus au 21e siècle, quand tout le monde avait ses forces déployées, des mercenaires, des armes qui venaient de tel endroit. Donc de vivre ça a été très difficile. D'écrire sans jugement aussi, sans prendre de parti, puis vraiment faire un travail d'observateur, là, de détachement. Ça a été ça le plus difficile. Une question pour Pierre Sanson, de Mégane Isabelle Pilon. Alors, qu'est-ce que le personnage, quelle bonne question, de Simone apporte à l'histoire? J'ai cru comprendre, dit-elle, qu'elle était la seule sortant de votre imagination. Pourquoi donc inventer ce personnage? Oh, ben, c'est pour une raison tout à fait... pas nationaliste, je ne suis pas. Mais comme ça se passait dans le quartier multiculturel de Montréal, où il y avait une population quand même assez limitée de Canadiens français, et c'était un immigrant qui se faisait tuer. Le communisme était surtout répandu dans la communauté juive de Montréal parce que, il venait quand même d'Europe de l'Est. Donc beaucoup d'immigrants d'Europe de l'Est ont apporté avec eux le communisme. Il y avait très peu d'intervenants francophones, canadiens français, dans ce qui s'est passé. Mais je trouvais ça injuste parce qu'il y avait des gens comme Saint-Martin, Albert Saint-Martin. En fait, il y avait des communistes au Québec. Mais là, comme je voulais me coller le plus possible à la vérité ou à la réalité historique, il n'y en avait pas. Donc, j'ai décidé d'inventer une Canadienne française qui est quelque part une projection de ma propre mère, d'ailleurs, qui n'était pas du tout militante communiste, je peux vous l'assurer. Mais pour moi, c'est une façon d'insérer un contact qui n'a pas eu lieu. Et là, je trouve que c'est une grande désolation. Une chose de désolation pour moi de me rendre compte que les Canadiens français n'ont pas vraiment su se mêler et entrer en contact avec les autres communautés, à commencer par la communauté juive de Montréal. Et c'est une façon pour moi de réparer la chose. C'est mon fantasme
au lieu d'enlever des bouts, moi, j'en mets, Paul. Donc, c'est la raison d'être de Simone et parler de la culture de laquelle moi, je suis issu et qu'elle n'était pas irréconciliable avec la réalité puis ce qui se passait dans toutes les communautés de Montréal. Ouais. On va terminer la ronde des questions. Je vais mélanger deux questions. Tiens. Alors, les questions pour Sophie Les Tourneaux. Alors, Sophie, on a un peu abordé ça, mais on peut le creuser plus, bien sûr. C'est une question, diriez-vous que votre roman avait une avenue féministe? Je pense que vous l'avez avoué d'emblée, mais il y a une sous-question. Désiriez-vous exposer ce qu'est être une femme qui accepte d'être aimée par un homme, mais qui remarque les inégalités, ou cela vous est venu plus naturellement? Est-ce que c'était vraiment une volonté ou c'est venu naturellement à travers l'histoire d'amour? Peut-être que la question aussi Phil Gingras est intéressante pour vous. Pour des récits et romans où l'auteur se projette dans la peau du narrateur, où est la ligne entre la fiction et le réel, Sophie? Jusqu'où pouvons-nous inventer pour que le récit reste vrai? Je vais commencer par répondre à cette dernière question là, parce que c'est plus facile. Je pense que c'est une question à laquelle chaque auteur, chaque autrice doit répondre lui-même. Donc, quand on écrit un livre, on se demande quel sera le carré de sable à l'intérieur duquel on va jouer. Moi, pour écrire Chasse à l'homme, je voulais que tout soit vrai. Donc, c'était vraiment important pour moi. C'était que ce pacte-là de vérité, je le respecte. Ce que je me suis permis de faire, c'est d'enlever des événements. Puis bon, c'est pas... je veux dire, on est obligé de le faire. Là. C'est un récit qui se déroule sur 12 ans, donc évidemment que je n'allais pas raconter quand je beurre ma toast le matin. Il faut enlever des choses aussi pour que ça reste intéressant. Mais cette question-là de ce qu'on peut se permettre de la fiction, ben oui, si on veut faire de la fiction, on n'a qu'à le faire. Là. Donc, je pense que c'est à chacune de le déterminer pour soi. Puis je pense que un roman... Invente un peu, Sophie. Quand on raconte, on invente toujours un peu, en fait. À partir du moment où on raconte une histoire. À partir du moment où on raconte une histoire, c'est sûr qu'on réagence ce qui s'est passé. Donc, il y a un nouveau sens qui va émerger de ce qu'on raconte. Avec le recul aussi, on voit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que même si j'essaie d'être au plus près du réel, ce que je raconte... quand j'avais 23 ans, je me rappelle un peu comment je pensais à 23 ans, mais je le réimagine, là. Donc, à partir de mes 40 ans, c'est certain. Ouais. La mémoire et l'imaginaire sont liés, là. Ça va ensemble. Mais c'est quand même qu'à partir du moment où elle a convoqué ce qu'elle avait vécu, il y a des choses qui ont surgi, qui l'ont étonnée. Est-ce que ça vous arrive, ça aussi? Oui, mais j'ai pas d'exemple en tête. Je pense que ce qui m'étonne, en fait, c'est de trouver du sens là où j'en voyais pas. Ou de voir que ça a été tellement... Comment je présente ça? Il y a eu tellement de temps mort, ça a tellement été long, puis j'ai tellement eu l'impression quand j'étais dans ma vingtaine, tu sais, que ma vie était plate. Puis là, de le mettre sur papier, puis tout ça, mais finalement, tu sais, c'est quand même romanesque, c'est ça. Donc, ça m'a étonnée. Oui. Alors, la question du féminisme, du point de vue féministe par rapport à l'amour, en fait, on pourrait la souligner un peu puis dire, est-ce que c'est possible d'être amoureuse dans une relation hétérosexuelle avec un homme puis de vivre vraiment de façon égalitaire? J'espère, parce que sinon ça va mal. Ouais, c'est ça. Oui, je le souhaite. En tout cas, c'est ça à quoi on tend. Mais il y avait une sous-question, en fait. Oui. Voulez-vous que je la répète? Oui, c'est ça qui me... Attendez donc. C'est plate. Hein? C'est beau, il faut que je cherche la question. Là. Peut-être. Pierre, il me semble que c'est votre genre. Non, je niaise. C'était une question qui avait à voir avec le féminisme. Oui, alors je la retrouve. Voilà. Désiriez-vous exposer ce qu'est être une femme qui accepte d'être aimée par un homme, mais qui remarque les inégalités, ou cela vous est venu plus naturellement? Est-ce que c'est un point, un objectif, ou est-ce que c'est venu naturellement, je crois? C'est ça la question.
C'était le pari au début, mais je savais pas si ça allait être vrai au moment où j'ai commencé le projet. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Je savais pas si j'allais vraiment trouver le gars. Ah oui. Donc, ouais. Il est pas pire, le gars? Oui. Pardon? Il est pas pire? Il est à la hauteur des expériences. Oui, c'est ça. Il s'occupe du petit en ce moment-là, donc ça va bien. Ah oui, bon, c'est ça. Il y a ça, il y a l'enfant aussi, bien sûr. Voilà. Il y a une nouvelle question de Rosalie Pinault pour Sophie Letourneau. Le titre de votre roman a-t-il un sens caché? Dans cette chasse à l'homme, peut-on comprendre qu'il y a cette poursuite de l'homme, de l'image qu'on en donne dans la société en vous? Pour citer votre roman, je voulais être un grand homme. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est un bon... Et alors? Alors, en fait, moi, je le voyais au sens fédéral au début, c'est-à-dire au sens policier. Ouais. Après, oui, il y a cette idée de traquer ou de s'attaquer ou de remettre en question une certaine idée de la masculinité. Donc oui, il y a ce double sens-là, puis je suis contente qu'il soit lu. Ouais. Oh, hein? Ça, c'est le fun de faire lire par des étudiants du collège. C'est vraiment le fun, oui. Et cégep. Alors, dernière question, tiens, pour Mélissa Grégoire. C'est Jade Robert. Une joie sans remède nous transporte au travers les nombreux questionnements. On l'a vu, reliés à la santé mentale. Que pouvons-nous retenir de l'expérience de Marie avec la psychanalyse? Mélissa. Ah, bien, en fait, avec la psychanalyse. La psychanalyse. Elle résiste beaucoup, hein? Oui. Ouais. Mais en fait, il y avait au départ cet espoir qu'en racontant son récit, qui même s'il est troué, là, qu'en racontant son récit, en fait, le psy porterait un petit peu sa souffrance. Je pense que c'est ça. Mais il y avait ce désir de raconter à quelqu'un, à un homme qui ne parle pas. Déjà, ça fait du bien. Donc, le silence d'un homme, c'est quand même bien. Et puis, à quelqu'un qui nous écoute, mais vraiment, qui écoute avec une empathie, sans jugement, qui écoute, je dirais même la parole là, inconsciente, là, qui écoute ce qu'on n'entend pas nous-mêmes. Donc, il y avait là, oui, un désir peut-être d'aller au fond des choses, de voir plus clair en soi, mais ce qui se passe, c'est que plus Marie creuse son histoire, plus elle découvre que c'est sans fond, que c'est sans fin et que ça devient vertigineux. Alors, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de résistance. Elle résiste au dispositif de la psychanalyse qui donne beaucoup de pouvoir à un homme. Elle résiste aux théories de Freud. Sa résistance prend toutes sortes de formes. Là, elle essaie de prendre son psy dans ses bras, donc autrement dit, de s'auto-saboter, en quelque sorte, de saboter son analyse. Donc, il y a ça, mais je pense que la psychanalyse l'a remise en mouvement. C'est ça qui est important. Je pense qu'on fait une psychanalyse pour ça, pas nécessairement pour guérir. On peut même aller plus mal pendant un petit bout de temps, pendant qu'on fait une analyse. Donc, mais ça l'a remis en mouvement. Ça lui a permis d'entreprendre ce grand voyage à Port-au-Percy, là. Donc, elle a fait sa valise, puis elle a pu quitter la maison et essayer de se mettre à l'épreuve, je dirais. Voilà. Alors, il reste très peu de temps, 2 minutes. Une dernière question pour Jean-Pierre. On va y aller rondement, mais c'est une question intéressante de Lorena Mija. Une grande solitude semble habiter Shams. La grande différence de culture, rejet par les femmes, l'hantise de ses souvenirs et regrets. Pensez-vous qu'il y a un espoir pour Shams de guérir de son état, seul et accroché au passé? La question se termine par « J'ai vraiment adoré votre livre », en passant, Jean-Pierre. Merci. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour Shams? Je pense qu'en tout cas, il y en a beaucoup plus que pour Kevin, parce que si on poursuivait l'histoire de Kevin, il se retrouverait en prison. Et donc, entre les deux personnages en exil, je pense que Shams, il réussit à trouver une maison avec Aya. Sauf que je pense qu'il va, comme j'essaie de l'exprimer, il y a plusieurs deuils à faire, puis c'est une quête, et il y a beaucoup de blessures qui sont appelés à être revisités, puis à s'ouvrir, à se refermer, à se cicatriser. Alors, Sophie Letourneau pour Chasse à l'homme, Mélissa Grégoire pour Une joie sans remède, Paul Kazak pour Ténèbres, Pierre Sanson pour Le Mammouth et Jean-Pierre Gorquignan pour Tireur embusqué. Bravo à tous
et à toutes pour ces mises en nomination. C'est très prestigieux, le prix des collégiens. C'est le plus trippant à recevoir, m'ont dit beaucoup d'écrivains. Et les gens qui sont avec nous aujourd'hui auront à voter. Au cours des prochaines semaines. On va se retrouver le 25 mars pour une autre discussion. Vous n'avez pas fini avec moi. J'espère que vous me trouvez sympathique. Moi, en tout cas, je vous ai trouvé tous plus intéressants les uns que les autres, très engagés aussi à parler avec les étudiants, ce qui est super le fun. Alors, on se souhaite peut-être la fin d'un confinement ou en tout cas, je sais pas, la fin du couvre-feu d'ici le 25 mars. Peut-être que ce serait le fun, ça. On souhaite ça. Et puis, bravo et merci beaucoup à tous les étudiants qui ont été avec nous ce soir. Et on se retrouve le 25 mars. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. Merci. Merci beaucoup.